Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la deuxième émission des chercheurs décryptent l'actu avec la voix enrouée, c'est de saison, comme la neige ou l'absence de neige d'ailleurs, dont on parlera pendant cette émission. Alors on est heureux de vous retrouver, de se retrouver dans un cadre un petit peu différent de la première fois, mais autour de la table, je vous présente tout de suite, donc Lucie Brelet, qui est doctorante à l'Université de Nîmes en psychologie sociale et environnementale, et Elsa Cos, qu'on a déjà vu à la première émission, qui est maître de conférence en psychologie sociale et environnementale également. Enfin, psychologie sociale, c'est ça le terme précis. Toutes les deux, on discutera avec toutes les deux de la question des stations de montagne et de la transition auxquelles elles sont confrontées, hein, maintenant, elles n'ont plus le choix, liées à la baisse de l'enneigement de manière générale, en lien avec bien sûr le changement climatique, mais on abordera cela dans un second temps et dans un premier temps. Et je la remercie d'être là, surtout qu'elle vient à la pause d'un cours de première année de licence de droit. Donc, Sylvie Salle, qui est maître de conférence en droit public à l'Université de Nîmes, et qui est notamment spécialiste des questions qui tournent autour de la Constitution. Donc, ouais. Donc, on va aborder avec elle, dans un premier temps, une question qui est là aussi de la plus proche actualité, puisque c'est la question de la constitutionnalisation. Si en plus je prononce pas correctement les mots, ça va pas le faire. Constitutionnalisation donc du droit à l'interruption volontaire de grossesse, dont on a parlé la semaine dernière et dont on reparlera la semaine prochaine. Également, on va voir pourquoi. Donc évidemment, vous êtes les bienvenus sur le chat. La régie m'a bien dit de bien appuyer dessus. Ils sont derrière. Et donc, si jamais il y a des questions en ligne, n'hésitez pas à les poser. On les relaiera, bien sûr, à nos invités du jour. Donc, je me tourne vers Sylvie tout de suite sur cette question de constitutionnalisation. Donc, le 28 février, c'est-à-dire il y a 2 jours, le Sénat a voté, après que l'Assemblée nationale l'ait fait également précédemment, en faveur de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution française. Lorsque ce sera fait, parce que maintenant on voit difficilement ce qui pourrait l'empêcher, ça fera de la France, en tout cas c'est ce qu'a dit le ministre de la Justice, le premier pays qui inscrira le droit à l'IVG dans son texte fondamental. Je ne vais pas te demander si c'est vrai. Mais par contre, ce qui sera plus intéressant, c'est de comprendre le processus déjà. On a eu l'Assemblée nationale, on a eu le Sénat. Lundi, en principe, se réunira le Congrès. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est? Alors le congrès, c'est la réunion des 2 chambres, Assemblée, nationale et Sénat. Il se réunit à Versailles et effectivement, il est dur d'imaginer désormais que le congrès ne se réunisse pas. Cela pourrait arriver tout d'un coup de décider, imaginons, que l'actualité provoque un nouveau grand chamboulement dans la société. On pourrait ne pas réunir le congrès, c'est difficilement envisageable. Autre particularité ici, cela a été voté et à l'Assemblée nationale et au Sénat à une très forte majorité, puisque seuls 50 sénateurs ont voté contre et seuls 30 députés ont voté contre également. Donc, pour avoir les 3/5, c'est-à-dire la majorité qualifiée pour que le vote soit adopté par le Congrès, les 2 chambres réunies le 4 mars, ce sera assez simple en réalité parce que même dans l'hypothèse où il y aurait des retournements de situation, ils ne seraient pas assez nombreux pour être contre le texte. Ouais. Alors, du coup, Mais il y a peut-être une particularité qui est intéressante, je pense notamment aux étudiants, c'est qu'ici, dans le cadre de la révision de la Constitution, contrairement aux motions de censure qui ont pu être peut-être vues dans les actualités précédentes, ici, c'est les 3/5 des suffrages exprimés. Donc, seuls ceux qui seront présents, députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles, seuls ceux qui seront présents seront comptabilisés. Et ce n'est pas donc sur la base de l'ensemble des députés et des sénateurs qui ont été élus lors des élections législatives, mais bien ceux qui seront présents le jour J. Donc si ils sont que 50, c'est sur les 50. ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a eu un vote dans les assemblées de manière distincte et qu'on va refaire voter en fait les gens ensemble? Ah. La révision de la Constitution est pensée, je dirais,
un peu sur mesure dans chaque État au moment de la rédaction des constitutions. Mais l'idée, le mantra qui anime les pères fondateurs, les rédacteurs, c'est de prévoir une procédure qui est plus, dit-on, rigide, plus difficile. Il faut que le vote d'une loi constitutionnelle soit plus difficile que le vote d'une loi ordinaire. S'il suffisait d'un vote dans chaque assemblée, ce serait exactement comme la loi ordinaire. Or là, parce que c'est un texte essentiel qui porte les valeurs, qui porte la distribution des pouvoirs, on a voulu faire en sorte de, non pas figer de manière totale, mais figer tout de même un peu l'ensemble des dispositions constitutionnelles, que ce ne soit pas facile, que grosso modo, les gouvernants ont une imagination débordante, mais qu'ils aient des freins à leur imagination débordante, et c'est la Constitution. Donc ici, la réunion ensuite avec cette majorité qualifiée, c'est comme un obstacle supplémentaire. Imaginons un ascenseur, c'est comme un obstacle ou un étage supplémentaire qu'il va falloir passer. Mais il y a une autre possibilité. On pourrait tout à fait envisager aussi que tout d'un coup, il y ait un changement d'idée du président de la République, puisque c'est un projet de loi et non pas une proposition. Il aurait aussi le choix de proposer le texte au référendum, Oui. c'est-à-dire à la votation populaire. Cela n'aura pas lieu, il ne l'a pas annoncé, mais c'était aussi une option. Oui, ok. Autre question. Alors, l'intérêt de constitutionnaliser, on l'entend, c'est pour protéger, ça s'inscrit dans un contexte international particulier, avec la remise en cause de l'IVG dans certains États américains. Donc ça on peut l'entendre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a, enfin c'est vrai, il y a une question qui peut se poser, c'est que a priori, vu de l'extérieur et de gens qui n'y connaîtraient pas grand-chose, la Constitution, c'est le texte fondamental qui organise les pouvoirs publics, qui organise les relations entre les pouvoirs publics. C'est pas forcément un texte où on attend la protection de ce qu'on appelle les juristes, des libertés fondamentales, des droits de faire quelque chose ou une liberté de faire quelque chose. Oui, je dois être déformée alors en tant que constitutionnaliste, puisque pour moi, la définition désormais de la démocratie, de l'armature d'un texte constitutionnel, c'est à la fois la protection des droits fondamentaux et l'organisation, distribution des pouvoirs qu'on appelle aussi séparation ou équilibre des pouvoirs. Et notre article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la DDHC, du 26 août 1789, le dit très bien, c'est l'article un peu fondateur. Une société dans laquelle il n'y a pas et garantie des droits et séparation des pouvoirs n'a pas de constitution. Et donc la logique française est vraiment axée sur cette idée qu'il y a cette double protection et des droits fondamentaux et de l'organisation des pouvoirs publics. Parce que s'il n'y a pas des droits et libertés tels que la liberté de s'exprimer, de communiquer, d'avoir des opinions, on ne peut pas non plus, c'est ce qu'on appelle la liberté des anciens, on ne peut pas non plus voter de manière libre, éclairée et sans contrainte. Donc il y a un lien, après évidemment qu'il y a les libertés individuelles telles que le on peut en imaginer telles que l'égalité évidemment des uns et des autres, on peut imaginer la liberté, je ne sais pas, fiscale, et là, ici, la liberté des femmes de recourir à une interruption volontaire de grossesse. Donc il y a les libertés, je dirais, des anciens, les libertés des modernes qui sont comprises dans le texte fondateur. En revanche, c'est vrai qu'il n'y a pas de charte des droits et libertés au sein même du corps de notre Constitution. C'est dans ce qu'on appelle le chapeau, le préambule, c'est un peu à l'extérieur, mais l'ensemble formalise tout de même notre texte Oui, constitutionnel. ce qui fait le bloc de Exactement, le constitutionnalité. fameux bloc Mais justement, c'est vrai, c'est aux États-Unis par exemple, on a une constitution qui est vraiment axée sur les pouvoirs publics, avec les fameux amendements qui servent justement de charte des droits fondamentaux. Mais qui ont été adoptés très vite. Dès 1791, les 10 premiers Oui, amendements les plus essentiels avaient été adoptés. Donc immédiatement, c'est comme si on avait ajouté un préambule. ouais, ouais, ouais. Mais là, par contre, le droit à l'IVG sont inscrits dans la Constitution, pas dans le préambule. Et non, pas dans le préambule. Alors, cela a donné lieu à de très nombreuses discussions, savantes et moins savantes. C'est l'article 34 qui va, après son 17e alinéa, recueillir cette fameuse liberté. Alors, d'un point de vue juridique, cela appelle à différentes appréciations. Et encore aujourd'hui, il est difficile de prendre la mesure de ce que signifie l'intégration dans l'article 34, car une partie, finalement, de cette consécration doit être projetée dans son application et dans la manière dont cette liberté, désormais constitutionnelle, ou presque, quand ce sera adopté, sera en lien avec la protection qu'accorde notamment le juge. Et c'est pour cela qu'il y a tant de développement sur la place du juge constitutionnel Ouais. par la suite dans l'appréhension de cette place. Parce que ça, dans dans l'absolu, cette ça aurait pu être aussi une option. C'est que le Dans le Conseil préambule. constitutionnel considère que le droit à l'IVG est un principe fondamental. Est-ce que ça n'aurait pas été suffisant pour le protéger?
Un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ça me semble un peu délicat parce que la reconnaissance d'un PFRLR pour les juristes, principe fondamental reconnu par les lois de la République, appelle à une sorte de, comment dire, de charte. Il y a des critères Oui. à cocher. Il faut que la liberté ait été protégée depuis les républiques passées. Ce n'est pas Ah oui. forcément le cas pour l'IVG. C'est plutôt le juge administratif qui consacrait des PFRLR. Le juge constitutionnel a pris le relais par la suite. Bon, c'est difficilement envisageable pour l'IVG. Et puis surtout, sur u- une liberté qui est si sensible au sein de la société, qui appelle à tant de débats, il est très délicat pour le juge de s'ériger en législateur. Et qui plus est, en constituant. Oui, et tant mieux. Et C'est tant la mieux. séparation des pouvoirs. Merci. Je me tourne vers Elsa, Lucille, si vous voulez aborder une question, non, sur ce point. Non. Bon, on remercie Sylvie qui doit vite repartir en cours. Merci beaucoup pour ces Merci. éclairages et à bientôt. Bien, donc voilà pour cette première question. Et donc tout de suite, je me retourne vers nos autres invités pour l'autre sujet. Donc l'autre sujet concerne c'est aussi une question d'actualité, hein, puisqu'on a un petit retour du froid là ces derniers jours. Donc évidemment, ça nous rappelle que nous sommes en hiver. Et donc bien sûr, hiver, c'est pour pas mal de gens encore synonyme de montagne, sport d'hiver, etc. Alors pas mal de gens, mais peut-être de moins en moins. D'ailleurs, on va voir ça. Ces questions de montagne, d'ailleurs, ont traversé l'actualité aussi de manière assez dramatique la semaine dernière, puisqu'il y a eu une avalanche dans une station du Massif central, le Mont d'Or, 4 morts, etc. Bon, évidemment, c'est toujours assez dramatique. Avalanche qui a suivi d'assez fortes chutes de neige dans plusieurs massifs, et donc là, en l'occurrence, dans le Massif central, et qui font peut-être perdre de vue les problématiques sur lesquelles on va venir. Comment est-ce qu'on peut mettre en lien, justement, et est-ce qu'on peut mettre en lien l'avalanche avec les problématiques de changement climatique, sachant quoi qu'il en soit qu'il y a une enquête qui a été ouverte pour savoir dans quelles conditions les personnes ont été victimes de l'avalanche, bien évidemment. Il n'est pas question de rentrer sur ce sujet-là. Mais est-ce qu'on peut faire un lien justement entre ce changement climatique et des avalanches? Et est-ce que peut-être à l'avenir, et sans vouloir être prophète, ce genre d'événement risque d'arriver plus ou moins? Le rapport de la Cour des comptes qui est sorti là dernièrement le rappelle très bien. Là, le modèle touristique actuellement excuse-moi, modèle touristique actuellement qui fonctionne sur les montagnes avec le tourisme hivernal est à remettre en question justement avec le changement climatique. On va avoir, déjà, il faut savoir qu'il y a quand même eu plus de 2 degrés déjà depuis 1900 dans les Alpes du Nord. Donc c'est un 2 accélérateur degrés de plus, de donc, plus en du coup dans moyenne les Alpes du Nord, température. donc qui est plus que dans les autres milieux. Enfin, la montagne, c'est vraiment, ça va être vraiment l'environnement qui va être, ça va être visible beaucoup plus les impacts du changement climatique. Et avec ça, on va avoir un manque de neige. Alors manque de neige autant sur la durée d'enneigement et autant sur l'espace qui va être le manteau neigeux, il va remonter en altitude. Donc tout ça est à prendre en compte, et il va y avoir aussi des fréquences d'éboulement ou d'avalanches qui vont s'intensifier parce qu'on va avoir un manteau neigeux qui va être de plus en plus instable, et que ça, c'est aussi des choses qui risquent de s'intensifier à l'avenir. Donc pris en compte tout ça, le rapport de la Cour des comptes justement réinterroge le modèle économique actuel des stations de ski pour la viabilité sur le long terme à l'avenir, sachant qu'en plus de ça, ça se rajoute une baisse vraiment des fréquentations touristiques hivernales aussi. On a moins de renouvellement des populations, de la clientèle en fait. Les jeunes vont moins skier qu'avant, donc déjà ça... peut-être que justement le changement climatique aussi impacte cette baisse de fréquentation, parce que du coup les conditions d'enneigement sont moins favorables, donc c'est moins agréable d'aller skier. On va être beaucoup plus
impacter sur les mêmes pistes en même temps. Donc, il y a plus de risques de collision aussi, puisqu'on va être beaucoup plus sur le même espace. Et puis, il y a quelques phénomènes aussi de ski bashing de plus en plus parce qu'on sait aussi que c'est une pratique qui émet quand même beaucoup de CO2. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et puis, il y a aussi les hébergements qui sont de plus en plus vétustes, donc hébergements touristiques, qui aussi, si on prend en compte la loi en 2028, peuvent être perçus comme des passoires énergétiques et dans ces cas-là, venir se voir comme interdits à la location en 2028. Donc on a tout ça, tous ces facteurs pris en compte qui font que bah oui, le modèle touristique dans les montagnes est à revoir aujourd'hui. Oui, alors Lucie, tu l'as dit, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti récemment, au début du mois, qui est basé sur une large étude, comme c'est le faire la Cour des comptes, et qui arrive sur une série de conclusions, sur un modèle économique, tu viens de le dire, qui a tendance à s'essouffler, sur également la non prise en compte justement de cette difficulté par les pouvoirs publics, avec le fait qu'il n'y a pas vraiment une politique sur le long terme qui a été engagée, et qu'à l'heure actuelle, les décisions politiques, c'est essentiellement travailler sur des infrastructures d'enneigement artificiel. Et ça, évidemment, toutes les stations ne sont pas en mesure de le faire. Là, il y a une grande inégalité entre les stations qui peut exister. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Déjà, juste rebondir aussi sur l'inégalité des stations, puisque déjà, la méthode qui est utilisée pour savoir si une station est à risque ou non est à revoir, et la Cour des comptes le rappelle. Il va falloir préciser aussi quelle station est à risque et quelles stations le sont moins. Elles le seront toutes, mais on a des niveaux de vulnérabilité qui vont être différents. Et à ça, faut prendre, pour calculer ça, en fait, il faut savoir déjà la station de ski en soi, quel est l'apport économique au territoire. Parce qu'il peut y avoir un territoire qui n'est pas tourné essentiellement que sur la station de ski. Puis il y a d'autres territoires où vraiment tout le territoire ne vit qu'autour de cette station de ski. Donc déjà, l'impact il va être complètement différent en fonction de quel apport ces stations apportent. Et quel apport Et faut prendre en compte aussi comment justement les organisations qui sont autour peuvent rebondir financièrement. Est-ce qu'elles ont la capacité de s'adapter du coup à un impact? Et puis prendre en compte aussi l'impact du changement climatique, parce qu'en fonction de si la station est sur un versant nord ou si la station est sur un versant sud, c'est pareil, on ne va pas forcément avoir le même niveau d'impact lié au changement climatique. Donc à ça, toutes les stations déjà sont inégales face à ça. Donc on a notamment la Cour des comptes qui montre que globalement, c'est les stations des Alpes du Sud qui vont être le plus touchées. Impactées. Ouais. Et ensuite, derrière, quelles mesures d'adaptation à mettre en place? Aujourd'hui, la plupart, c'est une adaptation avec production de neige culture. On continue le ski, on s'ancre là-dedans et on ne voit pas d'autres moyens en fait, de faire autrement. Et donc, on sait aujourd'hui qu'aussi la neige, produire de la neige, déjà, ça demande de l'énergie électrique et de l'eau. Donc, il va y avoir potentiellement de plus en plus de conflits d'usage à ce sujet. Qu'en plus de ça, on va aussi avoir certaines stations qui vont restructurer leur domaine skiable et du coup aller monter plus en altitude pour aller capter la neige qui est là-haut. Mais en fait, il y a quelques adaptations qui essayent d'émerger où on essaye de réfléchir à des stations 4 saisons. Donc, comment rebondir et aller vers d'autres formes d'activité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, station Donc, 4 saisons, c'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver un apport économique par d'autres formes d'activités qui sont... Alors, on peut rester sur des activités hivernales, mais qui ne sont pas dépendantes à 100% de la neige. Donc, on peut avoir, par exemple, du ski de fond qui va être moins dépendant déjà du taux d'enneigement. On peut avoir les raquettes, etc. Et puis, on peut avoir aussi sur les pratiques... sur des autres saisons, donc notamment estivales, et puis sur les ailes, donc printemps et automne, d'autres formes d'activités, type VTT, trail, randonnée, etc. Et on peut mettre en place aussi, il y a beaucoup de stations qui ont mis ça en place, des luges d'été sur rail. Enfin voilà, on peut avoir d'autres investissements qui peuvent être mis, sauf que aujourd'hui, ça ne rattrape pas tout l'apport économique que peut apporter l'activité ski.
Ouais, on est quand même sur une démarche de trouver les moyens de maintenir une activité économique. Est-ce qu'il y a des stations, enfin du coup des villages, hein, parce que ces stations c'est quand même aussi très souvent des villages, qui réfléchissent différemment, se disant bon bah peut-être que voilà il y a eu une période où on a pu faire quelque chose, une station de ski, gagner de l'argent, et puis maintenant il faut revenir peut-être sur quelque chose de moins ambitieux et travailler à stabiliser une population, relancer l'agropastoralisme ou je ne sais quoi, revenir sur une économie qui finalement était celle, d'une certaine manière, antérieure à la pratique des stations du ski, quoi. Celle où je travaille, Donc vous travaillez, enfin, tu travailles sur le Mont d'Or, le Mont d'Or D en deux mots, apostrophe OL. du fromage, hein, Oui. donc dans le Doubs, donc dans le Oui, massif du Jura pour le coup. dans le Doubs. Donc là, en fait, il faut savoir que l'État, il est intervenu quand même s'il est intervenu de manière assez dispersée. Il est intervenu, il a mis en place un plan Avenir Montagne. Ce plan-là, il est surtout arrivé dans un contexte Covid où là, on se rendait compte que va vite falloir mettre en place quelque chose pour la transition touristique. Et donc, en fait, c'est un plan qui a deux volets. Il donne un volet investissement, puis un volet ingénierie. Et en fait, sur pas mal de massifs, il y a des chefs de projet qui travaillent sur cette transition-là. Donc, sur Métabier, donc dans le Doubs, on travaille sur ça. Et notamment, on travaille aussi à restructurer la gouvernance autour en fait, des stations de ski. Et parce qu'aujourd'hui, là, je me suis vraiment basée sur la Cour des comptes, parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais aujourd'hui, en fait, les stations de ski, elles sont sur un modèle dit éclaté. Donc, c'est en fait la gouvernance, elle est léguée aux communes, mais ensuite, la commune peut faire appel à des opérateurs privés, à des offices de tourisme, enfin, à différents acteurs qui vont travailler autour de la gouvernance de ces stations de ski. Et en fait, il n'y a pas assez de fédération autour de tout ça, et puis il n'y a pas assez de cohésion, en fait. Donc là, on essaye déjà de travailler à recréer une cohésion sur comment, en fait, on peut retomber sur nos pattes, et puis comment on peut recréer du lien sur, si on part vers une diversification des activités, qu'il y ait une cohérence aussi sur un nouveau modèle. Et il y a tout à recréer, parce que l'idée, c'est justement de ne pas recréer le même modèle, enfin de se baser sur le même modèle qu'il y a eu sur les stations de ski et de le refaire sur Ouais. une diversification, parce que j'imagine même pas autant de vététistes que de skieurs sur des périodes de C'est un petit reproduction peu de certaines compliqué. espèces. Ça va être très compliqué pour la biodiversité aussi. Oui. Donc l'idée, c'est pas de rattraper, mais c'est plutôt de réfléchir à un tout nouveau modèle, et il y a tout à créer. Et ça, c'est très compliqué, parce que pour embarquer tout le monde vers quelque chose qui est complètement incertain, on ne sait pas vers quoi on va, c'est compliqué. Parce qu'il faut, c'est compliqué pour se projeter. Merci. Je me tourne un petit peu vers Elsa. Ces questions, évidemment, ça pose énormément de difficultés, et y compris des difficultés humaines, hein. Est-ce que on sait comment c'est perçu par les populations notamment comment est-ce que les gens se positionnent dans ces milieux et est-ce qu'on a une vision globale d'ailleurs? Je ne suis même pas certain qu'on ait des études de ce type. Est-ce que tu en sais un petit peu plus là-dessus? Alors, sur les visions que les personnes peuvent avoir, je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'expérience et donc de comment les personnes fréquentent notamment ce milieu et le connaissent. On parlait à l'instant de biodiversité, ça peut être aussi un intérêt que les gens peuvent développer parce qu'ils ont tendance à se rapprocher de ces milieux-là. Moi, j'aimerais rebondir, je boute un peu Ouais. la question, et j'aimerais rebondir plutôt sur ce que disait Lucie juste avant, à savoir la question de l'adaptation et du changement de modèle. C'est quelque chose qui, là, on a l'exemple du ski, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait embrasser sur l'ensemble des obstacles en fait, auxquels on va être confronté dans cette transition écologique. Tu parlais de changement de modèle. Là, effectivement, ce qu'on constate, et dans d'autres domaines également, c'est qu'on essaye toujours de préserver la même situation, le même fonctionnement, et de tirer ce modèle jusqu'au bout, et ça ne fonctionne pas. Et ce qui est intéressant, c'est de replacer la question des inégalités dans la question plus globale de la transition écologique, parce que cette transition écologique,
ne pourra pas se faire en faisant l'impasse de la question des inégalités. Alors, il y a les inégalités au niveau des personnes qui peuvent avoir accès à ces pratiques-là de ski. Donc, comme tu disais, on va monter toujours plus haut dans les sommets pour avoir de l'enneigement. C'est d'ailleurs quelque chose qui est assumé par un certain nombre de stations qui ont le potentiel montagneux, on va dire, et qui partent sur le principe que maintenant le ski, ça va être, c'était déjà le cas, mais ça va être encore plus le cas, une pratique de luxe réservée à une toute petite élite, quoi. C'est ça. Avec, en 10 ans, 57% d'augmentation des forfaits. Donc, on est déjà sur une pratique qui n'est pas réservée à tout le monde, qui est très coûteuse par contre pour l'ensemble de la population, parce qu'effectivement, pour produire toujours plus de neige, il s'agit d'aller puiser de l'eau. Donc ça impacte aussi cette question-là de la ressource en eau. Et en fait, on doit repenser complètement le modèle à travers quelque chose qui peut sembler basique, mais réfléchir à une dimension temporelle, d'anticipation, et non pas rester toujours sur des modèles qui sont de toute façon court-termistes si on continue à souhaiter produire de la neige. Donc s'adapter, c'est penser cette question de l'anticipation, mais également, on parlait de l'échelon communal auquel sont reléguée la gouvernance, d'avoir aussi qu'on ne rentre pas à nouveau dans un modèle de tourisme 4 saisons où les communes se retrouvent en compétition. Oui. Parce que déjà, elles ne sont pas impactées de la même manière. Certaines vont devoir transitionner plus vite que d'autres. Et également des différents acteurs aussi. Tu parlais de l'impact aussi sur d'autres activités touristiques. Donc en fait, on doit vraiment avoir un changement de modèle, mais c'est très complexe de penser tout ça. Et du coup, donc pour la question des personnes, pour revenir sur ça, c'est vrai que ça demande un travail de fond qui est justement un petit peu ce que tu fais avec le territoire du Mont d'Or, qui est vraiment un démonstrateur d'essayer en tout cas de mettre en place une véritable transition sur ce territoire-là, avec un projet plus large. Avec une approche systémique aussi, qui essaye d'aborder pas que le problème finalement de ce qui peut arriver sur la station de ski, mais tous les enjeux qui peuvent arriver sur le territoire et comment en fait on utilise, comment on prend comme opportunité cet enjeu de station de ski et comment on embrasse finalement tous les autres enjeux et que c'est peut-être le moment de se re-questionner sur tout le territoire. Donc ça, c'est quelque chose on essaye de le faire en tout cas sur Métabier. Après, il y a le plan Avenir Montagne. Il a été, comme j'ai dit, réfléchi sur un temps d'urgence quand c'était le Covid. Et il a été basé, le volet ingénierie était basé que sur 2 ans. 2 ans pour s'attaquer à des sujets aussi complexes, j'espère que ça va être reconduit. Oui, ça paraît un petit peu ambitieux. Est-ce qu'on a une idée, juste quand même en rentrant dans ces villages, de la manière dont vivent ces questions les populations? Parce qu'on a différents types de populations dans ces villages. Il y a des populations un petit peu anciennes qui ne sont pas forcément en lien direct avec toutes les pratiques sportives, on va dire, mais bon, qui en bénéficient qui en ont bénéficié d'une manière ou d'une autre, en termes d'infrastructures, etc. Et puis, il y a des populations qui sont venues s'installer en lien avec ces pratiques sportives et qui, du coup, peuvent peut-être se poser la question de rester dans ces lieux. Surtout, en plus, donc, quand on prend en compte le niveau de vulnérabilité des stations, donc on prend en compte tout ce que la station apporte économiquement au territoire. Moi, je trouve que ce serait bien intéressant aussi de rajouter tout ce que ça apporte culturellement, parce qu'il y a quand même un attachement aussi à ces pratiques, tout le territoire sur certaines stations. Tout le territoire, c'est basé sur ça, mais culturellement aussi. Je vois justement, sur le Mont d'Or, de nombreux agriculteurs qui m'expliquaient qu'avant, ils étaient moniteurs de ski, donc ils vivaient aussi de ça, plus agriculteurs à l'été, donc moniteurs de ski. Donc il y avait vraiment aussi même un fonctionnement du territoire où en fait, on avait du travail aussi avec ça, et toute notre culture est basée sur ça. Tout le monde connaît Métabier, tous les habitants vivent avec cette culture-là. Donc, c'est aussi difficile pour eux. C'est un deuil à passer où on dit au revoir à quelque chose qui fait partie de notre identité aussi. Donc, ça, c'est très compliqué parce qu'il faut aussi prendre ça en compte dans la transition et leur dire demain, c'est fini, on va vers quoi? On ne sait pas. Mais en plus, il faut aussi que vous fassiez un deuil identitaire sur ça. Non, c'est sûr que c'est un problème, extrêmement complexe. Et du coup, pour l'instant, on en est essentiellement à cette
cette idée d'un tourisme 4 saisons. La Cour des comptes, de manière, je pense, assez pertinente, indique qu'il y a des plans de transition qui doivent être envisagés au cas par cas, parce que d'avoir un plan de transition national, ça n'a pas beaucoup de sens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée qui commence à mûrir? Là, comme ça, là, ça va être surtout une revisite du modèle. Après, les idées qui commencent à mûrir, oui, c'est re-questionner la gouvernance. Je sais plus exactement toutes les. Non, mais je ne veux pas vous mettre en difficulté. Mais on est quand même sur un raisonnement qui est avant tout En tout cas, il faut économique. re-questionner au niveau économique, mais il faut re-questionner vraiment aussi la gouvernance sur tout ça et sur qu'est-ce que l'État aussi, qu'est-ce que la région, qu'est-ce que le département peuvent apporter aussi, parce qu'aujourd'hui, ils ont plus un apport économique, financement, donc ils apportent, mais il n'y a pas le volet ingénierie, il n'y a pas l'organisation qui est autour. Donc il y a aussi tout ça que la Cour des comptes en parle, où il va falloir aussi voir comment on aide maintenant ces territoires-là, comment aussi on essaye de pallier les inégalités et peut-être plus de donner un échelon communal, mais donner un échelon plus large pour qu'il y ait une cohésion aussi entre les territoires, qu'il y ait de la solidarité aussi qui se crée, parce que là, pour l'instant, il y a plus de compétition qu'autre chose. Oui. Soit qu'il y a de la compétition, soit c'est tout le monde va faire la même chose, mais il n'y a pas de vraie restructure, en fait. Très bien. Oui, et juste pour compléter, de manière un peu presque philosophique, mais tant qu'on passe du temps et de l'argent à réfléchir comment on peut conserver ce même modèle, on ne passe pas du temps, de l'énergie, des moyens humains à réfléchir pour inventer des alternatives. Et quelque part, c'est comme si on regardait dans une direction, on ne peut pas regarder dans l'autre. Et dans le rapport de la Cour des comptes, il y a aussi la proposition, alors je ne sais plus comment exactement c'est nommé, mais de créer un fonds pour pouvoir financer en fait cette transition qui permette aussi de rétablir un petit peu les inégalités entre les différentes stations. Mais c'est vrai que voilà, plus on s'accroche à ce modèle-là, en fait, on réfléchit tout le temps à comment faire pour conserver des solutions pour ce même modèle. Oui, c'est ça. C'est ce que ça donne comme impression. D'ailleurs, sur justement l'augmentation des forfaits, peut-être qu'une part de cet argent des forfaits peut être reléguée à réfléchir à une autre forme ensuite de tourisme de demain. Le taxe Tobin du ski, d'une certaine manière. Très bien. On arrive au bout de la demi-heure de l'émission. Donc, merci beaucoup, Lucille. Et on voit combien les travaux que tu mènes sont pertinents, justement, pour aider cet accompagnement. Passionnant, ça, j'en doute pas. Et puis, en plus, tout à fait pertinent. Merci, Elsa. On se retrouve dans 15 jours pour une prochaine émission avec d'autres thèmes d'actualité. Je ne vous les annonce pas maintenant parce que, par définition, l'actualité peut les faire évoluer. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Donc. Et ce que je vous propose pour terminer l'émission, c'est que j'ai un petit peu regardé ce qui se passait sur Twitch. Il y a pas mal de webcams. Pour ceux qui ne connaissent pas sur Twitch, ce sera l'occasion de le découvrir, de webcams de lieux qui existent, comme on retrouve sur des sites web, mais qui sont sur Twitch. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit raid sur une station slovaque, Saktiki, elle s'appelle. Elle est à peu près à 1000 mètres d'altitude et on voit l'état de l'enneigement. Vous allez le découvrir. Je pense que c'est une bonne illustration pour le sujet, puisque effectivement, il n'y a quasiment pas de neige du tout à ces altitudes-là à cette saison. C'est pas anormal aujourd'hui, mais ces stations, il y a une vingtaine, trentaine d'années, il y avait encore un enneigement qui était très satisfaisant et on pouvait encore pas mal pratiquer. Donc, je vous propose qu'on termine là-dessus. Je ne sais pas, Lucie. Ça d'ailleurs, au niveau paysage aussi, c'est très compliqué pour les habitants qui, pareil, au niveau identitaire, ils ont, c'est des massifs jurassiens, on a l'habitude de grandes forêts d'épicéas recouvertes de neige l'hiver. Là, c'est pour des entretiens que j'ai passés avec eux, c'est très compliqué aussi visuellement de se dire, on le voit en fait, le changement, on le voit. Et c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite derrière, quoi. Et puis ça nous rappelle que c'est un problème qui est loin d'être franco-français, quoi. C'est un problème qui est mondial. Qui est mondial. Oui. C'est complètement mondial. Donc je lance le raid. À bientôt tout le monde. Et vous allez arriver directement sur la chaîne dont on parle. Très bien. Ce n'est pas possible. Ils n'autorisent pas les raids. Mais voilà. La chaîne Ski Saktiki, si jamais ça vous intéresse. Donc vous ne ferez pas un petit voyage en Slovaquie pour finir. C'est dommage. Je trouve que ça faisait rêver, ça faisait voyager. Eh bien, tant pis. Bon, merci Yannick pour cette tentative avortée.
Et, écoutez, passez une bonne fin de semaine et à très bientôt pour la prochaine émission.